Bonjour, aujourd'hui on va faire la section 3.2 sur la résistivité. La résistivité, c'est une notion qui est très importante pour comprendre d'où vient la résistance des résisteurs ou des éléments résistifs ou des résistances. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire la différence entre la résistance et la résistivité. On va revenir à l'idée de résistance qu'on connaît déjà. La résistance d'une résistance, ça ne dépend pas du courant, ça ne dépend pas de la différence de potentiel qu'on applique sur l'objet. Je le sais que l'équation de la loi d'Ohm, ça dit que R, c'est delta V sur I. Sauf que R, c'est une constante dans l'équation. Si je change delta V, c'est I qui change. Si je change I, c'est delta V qui change, mais R ne va pas changer. Fait que finalement, la résistance, ça vient d'où? La résistance, en fait, d'un élément résistif, vient de la géométrie de l'objet. Il y a quelle longueur, il y a quelle grosseur, c'est fait avec quoi? Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Comment on détermine, à partir de la géométrie de l'objet, la résistance de cet objet-là. Pour le faire, on va commencer par des notions qu'on connaît déjà, comme par exemple, si vous allez à la situation 1, la page 223, bien là, on va voir des notions qu'on a déjà rencontrées. Donc, on vous dit que vous avez un fil de nichrome. Bon, c'est quoi du nichrome? Pour l'instant, c'est pas vraiment important. C'est un alliage, c'est un matériau. On va le prendre comme tel. On va voir un peu plus tard qu'est-ce que ça fait. Donc, un fil de nichrome qui a une aire de 1 mm². Bon, c'est quoi l'air? Imaginez qu'on a un objet cylindrique, par exemple comme celui-là. Bien, l'air, c'est l'extrémité qui est ici. Parce que si ceci est un fil exagérément gros, mais si ceci est un fil, puis que le courant s'en va par là, c'est que le courant traverse cette portion-là de surface. Donc, c'est la surface qui est traversée par mon courant. Donc, dans cet exemple-ci, vous avez effectivement le courant qui est ici, qui passe dans le fil, dans ce sens-là. Donc, l'air qui est traversé, c'est la valeur A, 1 mm², sa longueur pour l'instant 50 cm, et on le branche sur une pile de 1,5 V. Et on observe un courant de 2,5 A, qu'on mesure peut-être avec un ampère-mètre ou quelque chose comme ça. Déterminer la résistance du fil. Donc là, on va commencer par la méthode qu'on a déjà vue. On va mesurer la résistance, étant donné qu'on connaît delta V sur I, c'est-à-dire qu'on va en déduire la valeur de la résistance, 1,5 sur 2,5, 0,6 ohms. Donc c'est normal qu'on ait une très petite résistance ici. C'est un fil fait d'un conducteur, et donc il est très peu résistif. Si on fait la question B, le courant débité par la pile, si on utilise un fil 2 fois plus long. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de prendre un fil de 50 cm, je prends un fil d'1 mètre, qui est comme avoir un fil de 50 cm avec un autre fil de 50 cm au bout. Je n'ai pas changé ma pile, donc le delta V reste 1,5 V. Ma résistance, elle vaut combien? Mais si j'avais 50 cm de fil, ça valait 0,6, puis là, je l'ai 2 fois, fait que ma résistance est 2 fois plus grande, 1,2 ohm. Sachant ceci, je peux en déduire quel va être le courant dans ce cas-là, c'est-à-dire 1,5 égale à 1,2 fois I, et je déduis 1,25 ampères. Donc, j'ai multiplié la résistance par 2, mon courant est rendu 2 fois plus petit, vu que je n'ai pas changé la pile. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, juste pour voir quels sont les effets, si au lieu de mettre les fils bout à bout, je les mets côte à côte. Donc, ils sont tous les deux séparément branchés à la pile. Et là, qu'est-ce qui se passe si j'ai un fil, mettons celui d'en haut qui est ici, là, je ne sais pas si c'est celui d'en haut tout le long, c'est pas grave. Donc, j'ai un fil ici de 50 cm qui est branché entre la borne positive et la borne négative de ma pile de 1,5 V. Et il va y avoir encore un courant de 2,5 A qui passe dedans. On l'avait déjà vu, ça. Qu'est-ce qui se passe dans l'autre fil? Bien, la même affaire. Lui aussi, il y a un courant de 2,5 A. Fait que si je calcule le courant total qui passe dans chacun des deux fils, ben, je vais trouver qu'on a 5 ampères, 2,5 ampères qui passent dans un fil et 2,5 ampères qui passent dans l'autre fil. Maintenant, supposons qu'au lieu d'avoir deux fils côte à côte, je les ai pris, puis je les ai fusionnés. Je les ai fusionnés de façon à ce qu'ils gardent la même longueur de 50 cm, mais là, j'ai pris le matériau, je l'ai comme... Bon, ça se peut pas avec du métal, mais c'est pas grave, on imagine ça, je l'écrase comme faut, j'en fais un seul fil, puis je le remets rond parce que je suis vraiment bonne. Et là, maintenant, ben, il est rendu, évidemment, 2 fois plus gros. J'ai 2 fois le volume que j'avais avant, mais j'ai pas changé la longueur. Fait que ça va multiplier le A par 2. Il va être rendu
2 fois plus grand. Qu'est-ce que je sais? Je sais que quand j'avais 2 fils côte à côte, au total, il y avait 5 ampères. Ça n'a pas changé. J'ai toujours 5 ampères qui passent dans mon fil et j'ai toujours 1,5 volts. Donc, quelle est la résistance de cet élément-là maintenant? Quand je l'ai transformé entre deux fils à un seul fil. Ben, je suis rendue avec 0,3 ohms. Je le déduis parce que je sais que j'ai 1,5 volts. J'ai mon courant total que j'ai déterminé à la situation suivante, qui est 5 ampères, et je trouve que ma résistance dans ce cas-là, c'est 0,3 ohms. Conclusion. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? On peut déduire que ma résistance est proportionnelle à la longueur. Plus je le fais long, mon fil, plus c'est résistant. Ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà vu au secondaire, que vous devriez déjà savoir. On peut aussi en conclure que quand mon air a augmenté, ma résistance a diminué. Donc, quand j'ai fait A fois 2, ma résistance est devenue 2 fois plus petite. Donc, c'est inversement proportionnel. Et la relation de proportionnalité ici, proportionnelle à L, inversement proportionnelle à A, la valeur qui manque ici, c'est la valeur ρ, qui est la résistivité du matériau dont l'élément est fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque matériau a sa propre résistivité. Et si vous prenez le tableau à la page 226, donc 226, j'aurais pu ouvrir ça avant, on va y arriver. Voilà, donc vous pouvez faire la même chose aussi. Vous avez un gros tableau ici qui donne la résistivité, vous ne pouvez pas le lire c'est sûr, d'un paquet de matériaux. Vous allez trouver entre autres la résistivité du nichrome. Le nichrome, on vous dit ici 1,2 fois 10 moins 6. Est-ce que c'est ça que ça donne? Bien, si on le fait avec les valeurs qu'on a trouvées, on a trouvé qu'on a une résistance de 0,6 ohms, une surface, une aire de 1 fois 10 moins 6 mètres carrés, il est en millimètres carrés, mais il faut le mettre en mètres carrés, et une longueur de 50 cm, et on arrive à 1,2 fois 10 moins 6, ce qui correspond à la valeur dans le tableau. Bon, c'est pas un hasard, évidemment, les chiffres ont été choisis pour ça. Et avec une valeur petite comme ça, c'est que c'est un bon conducteur. Donc, si vous regardez dans le haut du tableau, vous avez plein de valeurs qui sont très petites, donc l'argent, le cuivre, l'aluminium, etc. Donc, tous les bons conducteurs vont avoir des valeurs de résistivité 10 à la moins 6, 10 à la moins 7, 10 à la moins 8, donc très peu résistifs. Donc, ils laissent bien passer le courant. Si vous allez complètement à l'opposé, ben là, il y a le plastique, le téflon, le quartz fondu, qui sont des valeurs gigantesques, le verre, le bois, etc. Donc ça, c'est des isolants. Donc, qui ne laissent pas passer le courant. En plein centre, c'est ceux qui sont les plus intéressants, il y a le graphite, l'eau, le sang. Ok, non, ça c'est plus ou moins intéressant. Donc, le graphite, le germanium, le silicium, qui ont des valeurs qui sont ni très grandes ni très petites, qu'on appelle des semi-conducteurs. Donc, un semi-conducteur, c'est un élément qui va conduire, mais pas comme un conducteur. Donc, on peut jouer avec les matériaux pour les rendre plus ou moins conducteurs en ajoutant des semi-conducteurs à l'intérieur. On peut rendre un matériau plus ou moins conducteur en ajoutant des semi-conducteurs dans un isolant. On peut juste utiliser un semi-conducteur pour faire une résistance. La plupart des résistances sont faites tout simplement avec un semi-conducteur. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les différents exercices, là, les éléments qui sont utilisés. On va aussi étudier le lien entre la résistivité et la température. En fait, la résistivité d'un matériau reste une valeur qui n'est pas constante. Si vous regardez dans le même tableau dont je vous parlais, à côté complètement, c'est écrit qu'à moins d'avis contraire, le tableau indique la résistance des matériaux à une température de 20 degrés Celsius. Si on augmente ou qu'on diminue la température, la valeur de la résistivité, le ρ, va changer. Donc, dans le cas d'un métal typique, quand on va augmenter la température, on va voir la résistivité augmenter. Ça augmente pas de façon constante, ça augmente selon une courbe qui est à peu près similaire à ça. Bon, c'est pas parfait, mais ça donne une très bonne approximation. Donc, si on prend les valeurs dans le tableau, les valeurs dans le tableau, c'est ρ0, la résistivité donnée à une température de référence qui est 20 degrés Celsius dans le tableau qu'on a ici.
et qu'on veut savoir à une température différente, à une valeur de T autre que 20, mais quelle serait la nouvelle résistivité. Et ça dépend de alpha, le coefficient de résistivité thermique, qui lui aussi dépend de chaque matériau. Donc la valeur alpha, c'est pas une constante, donc c'est une constante par matériau, puis c'est pas quelque chose que vous pouvez deviner, il faut qu'on vous fournisse des valeurs de coefficient de résistivité thermique. Il y en a une table de quelques éléments à la fin complètement du livre. Dans le cas d'un supraconducteur, donc on a parlé des conducteurs, des isolants, des semi-conducteurs, puis c'est quoi ça un supraconducteur? Mais un supraconducteur, c'est un élément pour lequel il n'y a aucune résistivité. Zéro. Dans le tableau, c'est la première ligne, en haut, en haut, en haut. Résistivité d'un matériau supraconducteur, zéro. Aucune perte d'énergie. Le problème avec les supraconducteurs, puis pourquoi on ne met pas ça partout, c'est qu'il n'existe pas, on n'en connaît pas, en tout cas pour l'instant, des supraconducteurs qui fonctionnent à des températures ambiantes. Donc souvent, les températures pour lesquelles les supraconducteurs vont fonctionner vont plus être en bas de moins 100 degrés Celsius et plus souvent vraiment proche du 0 Kelvin. Donc c'est bien, c'est le fun, c'est intéressant. On essaye évidemment, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus pour essayer de trouver des meilleurs supraconducteurs parce qu'on s'entend que pas de perte d'énergie, ça serait sûrement très très bon, mais pour l'instant ça n'existe pas. Donc il existe des supraconducteurs, mais ça reste du domaine de la recherche pour l'instant et pas tant pour l'utile au quotidien. Faisons un exercice ensemble. Supposons qu'on prend la situation 5 à la page 227. On a un cylindre de graphite. Donc, on vous donne ici la valeur ρ, mais dans le tableau, de toute façon, si jamais vous en avez besoin, quand vous faites vos exercices, vous pouvez juste vous y référer. Donc, 3,5 fois 10 moins 5, ohm fois mètre. Un rayon, encore une fois, le rayon de son air, de sa surface, de 1 mm et une longueur de 0,9 cm. Donc, c'est un tout petit cylindre de graphite. Ceci est une résistance. Déterminer sa résistance. Alors, on va regarder ça. Premièrement, je vais trouver c'est quoi l'air. L'air, c'est pi fois r au carré, pour trouver la surface. Donc, pi fois 0,001 au carré, ce qui va me donner cette valeur-là, 3,142 fois 10 moins 8 mètres carrés. Et ensuite, je vais trouver la résistance avec ρ fois L sur A. Donc, j'ai ρ qu'on m'a donné ici, parce qu'on m'a dit que c'était du graphite. J'ai la longueur qui est 9 mm, donc on n'oublie pas ici de le mettre en mètres. Et même chose avec l'air qui est en mètres carrés, ça va me donner ici une résistance de 10 ohms. Donc un tout petit cylindre de graphite, ici, va avoir une résistance de 10 ohms. Un exercice à faire par vous-même, l'exercice 3.2.7. Donc cette fois-ci, ce que vous avez, c'est un cylindre en or, celui-là ici, qui a une masse de 0,1 kg. On vous demande de déterminer sa résistance. Là, ça semble un peu étrange, on est comme « OK, mais j'ai pas beaucoup d'informations ». Évidemment, vous allez avoir besoin de plusieurs constantes que vous allez trouver dans les tableaux à la page 509 et 511. Donc, entre autres, si vous connaissez la masse, vous devriez pouvoir déterminer le volume si vous trouvez la masse volumique de l'or, par exemple. Donc là, vous ne connaissez pas la longueur R, vous savez que le rayon de votre cylindre et la longueur, c'est la même valeur. Ça, c'est une information importante. Vous ne l'avez pas, mais c'est quelque chose que vous pouvez trouver aussi. Alors, la question, déterminer sa résistance. Je vous laisse essayer ça. On fait ça ensemble au prochain cours. Bye bye.